Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Immersion dans un musée parisien, celui dédié à l'homme à la moustache emblématique, l'artiste Salvador Dali. Pascale Ribrol travaille la céramique comme une toile qu'elle compose à sa guise avec formes et couleurs. C'est notre invité du jour. On décrypte la mode pour vous avec la tendance de l'upcycling, l'art de faire du neuf avec du vieux. Froissé par le temps ou par des mains peu précautionneuses, le papier arrive parfois dans un drôle d'état chez Marine Mazière, restauratrice de papier. Avant de rencontrer la plasticienne Pascale Ribrol, tout de suite, point de vue. De nombreux mystères existent autour des œuvres de l'énigmatique Michel-Ange. Et celle qui n'a pas échappé à notre œil expert, c'est la création d'Adam. Cette fresque monumentale qui orne partiellement le plafond de la chapelle Sixtine raconte la création de l'homme par Dieu. Ici, certains chercheurs affirment que le créateur de l'œuvre a volontairement représenté des formes anatomiques comme un cerveau, un utérus ou encore un cordon ombilical. Et vous, que voyez-vous ? C'est à l'âge de 8 ans que le futur photographe Jacques-Henri Lartigue reçoit par son père son premier appareil photo. L'ouvrage « Lartigue, l'enfance d'un photographe » revient sur ces clichés de jeunesse et d'adolescence. Déjà doté d'un sens affûté du cadrage et d'un amour certain pour la vitesse, il raconte ici un quotidien doux et joyeux, mais aussi les débuts de l'aviation ou encore des courses automobiles trépidantes. De quoi voyager dans le temps d'une lecture. L'architecte, photographe et designer Charlotte Perriand a à son actif de nombreuses pièces incontournables. Parmi elles, la table forme libre, appelée aussi table 525. On la reconnaît en un coup d'œil. Silhouette arrondie rappelant celle d'une semelle, supportée par 3 pieds, 2 petits à la forme cylindrique et un troisième plus grand de forme ovale. Dénuée d'angles et fabriquée en bois massif, elle invite à la convivialité, de quoi déjeuner avec classe et design. Les œuvres de l'artiste surréaliste Salvador Dali cachent bien des mystères. Découverte de ces messages cachés dans Tous au musée. Dans le Paris des années folles, en 1920, un jeune artiste catalan s'est fait une place. Dali a été très connecté avec Paris. Donc à ses 17 ans, il arrive à Paris, il rencontre Picasso et découvre le monde du surréalisme. Une découverte comme un chemin vers la consécration, et bien plus tard, vers ce musée ouvert en 1991 à Montmartre. Il est à l'origine de l'idée de Beniamino Levi, un collectionneur italien, fervent admirateur de Dali et également son éditeur de bronze. Ici, on entre comme en un plongeon dans l'univers de ce surréaliste, un univers bien plus vaste qu'on ne le croit. On a ici une collection de gravures, de lithographies et de sculptures qui donnent une nouvelle image, un côté méconnu peut-être de l'œuvre de Dali, parce que Dali, on pense beaucoup à ses montres molles, à son accent, à sa moustache. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus large qui montre l'intégralité de la palette des talents de Dali. Et au cœur de cette large palette, la silhouette d'un objet réinventé se dresse bien souvent. On ne peut pas parler de Dali sans évoquer évidemment ces montres molles, qui à l'origine était en fait le tableau qu'il a peint, La persistance de la mémoire, qui a fait sa célébrité. Dali dira qu'il a eu cette vision-là lors d'un dîner et qu'il a vu un camembert couler sur un plateau de fromage et que ça lui a donné cette idée-là. Ici, plus de 300 œuvres contribuent à raconter qui était Salvador Dali. Et ses petits secrets ne résident pas que dans ses créations exposées. Le look du musée, sobre, clair, donne à voir une partie plus intime de la personnalité de l'artiste et de l'amour de sa vie, Gala. J'ai eu la chance d'accueillir dans le musée à Dali Paris un intime de Gala qui connaissait vraiment le couple et qui a été extrêmement touché en me disant que en fait, il était beaucoup plus sensible ici puisqu'il avait retrouvé l'intimité de Gala et Dali, cette dimension très
très épuré, en tout cas beaucoup plus calme que la dimension histrionique qu'on veut bien prêter à Dali. Un calme qui masque à peine une créativité foisonnante, parfois associée à d'autres chefs-d'œuvre. À la fin des années 60, Dali illustre Alice au pays des merveilles. 12 tableaux dans lesquels son génie surréaliste épouse le récit fantastique. Et on retrouve dans cette série de lithographies toujours ce personnage d'Alice avec cette corde à sauter, et également la présence dans certaines pièces de Dali lui-même qui aimait vraiment beaucoup se représenter dans ses œuvres pour donner une dimension éternelle à sa présence. Une série extravagante qui s'entrechoque avec l'univers onirique d'Alice. On est dans un univers presque psychédélique. On pourrait presque se rappeler les visions sous LSD des années 70. Pourtant, Dali a toujours indiqué qu'il n'avait jamais pris de drogue, qu'il ne buvait que de l'eau et que lui-même était une drogue. Et si vous lisiez dans les pensées de Salvador Dali? Dans ses œuvres, les nombreux symboles s'incarnent dans 1000 détails, comme autant de sens plus ou moins cachés à débusquer. La visite devient alors chasse au trésor. Globalement, avec Dali, quand on a une œuvre, on peut se dire qu'il y a quelque chose à aller comprendre, découvrir. Soit un sens évident, comme dans celle-ci, avec la fourmi qui représente la décomposition, le temps qui passe avec cette montre, mais aussi dans les techniques, avec justement l'intérêt pour créer quelque chose de nouveau. Car l'imagination débridée de Dali allait de pair avec un sens aigu de la technique qui se raconte sur les murs du musée. Un musée qui renferme aussi une galerie d'art. Nous souhaitions vraiment faire le prolongement, montrer qu'un artiste sans son marchand n'est rien. C'est le marchand qui crée l'artiste à toutes les époques, et ensuite c'est la valeur que le marchand a réussi à donner à l'artiste qui fait qu'il peut éventuellement avoir un musée ou en tout cas rentrer dans des collections privées prestigieuses. L'occasion peut-être de voir trôner dans son salon l'une des fameuses montres molles et pour chaque visiteur de s'attarder encore un peu dans l'univers de Salvador Dali. Des assiettes exposées en galerie d'art, des plats qui régalent les yeux et bien d'autres, c'est le travail de Pascal Ribroll, céramiste aux talents multiples. Ce que j'aime, c'est brouiller les pistes. C'est-à-dire que il me semble que mon travail aujourd'hui en céramique, il est difficile à définir, à classer. Parce qu'on ne sait pas très bien d'où ça vient, de quand ça date. Tout le monde reconnaît des choses, mais ça ne colle pas vraiment. Et j'aime assez ça, qu'on ne sache pas, que ça soit un peu incongru, un peu différent. Une différence que l'artiste plasticienne Pascal Ribroll a cultivée tout au long de sa carrière. Artiste textile, color designer, styliste et souffleur de verre, Pascal a connu un long chemin pour aujourd'hui s'arrêter à la céramique. De changer de matière, ça ouvre tout d'un coup des potentiels. La matière nourrit des imaginaires différents. Moi, je suis un chemin, enfin, je suis portée. Comme je fais beaucoup de choses à l'intuition, je me suis laissée accompagner par la couleur. La céramique, pour moi, la façon dont je la travaille, c'est beaucoup la couleur et le décor, le motif. Une pratique plurielle, toujours guidée par son intuition, ses mains et surtout la couleur. La couleur, c'est partout. Bon, on peut dire ça de beaucoup de choses. La forme aussi, c'est partout. La matière, c'est partout. Mais la couleur, c'est la lumière aussi. Et c'est la subtilité, les variations. Moi, j'aime beaucoup les fausses couleurs, c'est-à-dire les couleurs un peu indéfinies. Là aussi, c'est du mariage. C'est faire se rencontrer et interagir les couleurs entre elles, et au final, ça vibre. Toujours en quête de nouvelles couleurs et de nouvelles associations, Pascal crée ses propres émaux pour se rapprocher au plus près de ce qu'elle imagine avec une palette de plus de 100 nuances. Plein de gens me disent « t'as vachement de patience ». En fait, c'est pas vrai, je suis pas du tout patiente. Mais pour moi, là, ça sollicite pas la patience, ça sollicite un geste. Et moi, je trouve que ça va assez vite. Comme en réalité,
Les empreintes créent des petites baignoires. Et moi, je mets du liquide dedans et ça se met un peu tout seul quand l'émail a la bonne consistance. Et si son travail est marqué par la couleur, il est aussi marqué par ses motifs aux formes envoûtantes et organiques. Je glane absolument partout. Ça va de l'instrument de cuisine à des tampons indiens de batik, à des ferrures anciennes en bronze, à des bois découpés, à des bijoux retravaillés. En général, je les transforme et si je ne les transforme pas, en tout cas, je ne les utilise jamais pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont toujours être complétés, réinventés, inversés, réutilisés d'une manière qui ne les rende pas reconnaissables. Mais évidemment, si on cherche, on peut trouver « Ah, ça, je connais, ça doit être ça ». Avec toutes ces formes au champ des possibles infinis, le plus dur est de savoir quand s'arrêter. Mais quelquefois, je vais trop loin. Alors, quand je vais trop loin, la technique, c'est d'aller encore plus loin. C'est vraiment charger la mule pour que ça soit délibéré et pas simplement un dérapage. Ce qui rend l'ouverture du four encore plus intéressante. Le four, c'est comme un cadeau, c'est comme quand on ouvre les jouets le jour de Noël. Mais alors quelquefois il y a des désillusions, mais enfin c'est toujours agréable parce que là c'est fini quoi. Pour Pascal, le principal est de brouiller les pistes et laisser son regard s'égarer pour toujours s'émerveiller et se renouveler. Pascal, bonjour. Bonjour. Pascal, coloriste, styliste, designeuse, souffleuse de verre, céramiste, toutes ces disciplines se rejoignent sous une appellation qui est les arts décoratifs contemporains. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, on peut le dire. Pour vous, c'est quoi les arts décoratifs contemporains exactement? J'ai longtemps cherché, parce qu'on me le demandait, à définir ce qui caractérisait mon travail. Et je suis arrivée à cette conclusion-là, c'est qu'en fait, moi, j'aime l'objet. Donc, je ne suis pas sculpteur, je ne suis pas designer, puisque je fabrique moi-même. Et je ne suis pas artisan, vraiment. Donc, l'art décoratif contemporain, c'est l'objet dont la fonction ne prime pas. C'est-à-dire que ça reste un objet, mais la beauté est plus importante que la fonction. J'aime bien ça. Et contemporain, parce que l'art décoratif, c'est quand même, dans l'imaginaire, très associé à une époque. Or, il y a un art décoratif aujourd'hui, et voilà, donc j'ai associé contemporain. Et ça couvre relativement bien la... Vous avez tout de même commencé à l'école du Perret en création textile, et puis vous avez tout d'un coup tout abandonné pour être souffleuse de verre. Ouais. Ça, c'est une décision qui a dû être mûrement réfléchie ou pas? Ou c'était un coup de tête? Alors, la décision, c'était d'arrêter ce que je faisais, ça c'est sûr, de dessiner et de concevoir à la demande pour d'autres, parce que j'étais malheureuse. Et quand le verre soufflé est apparu, ça m'a semblé juste. J'ai cherché comment me former, et j'avais 35 ans déjà, donc je ne pouvais pas être apprentie, il n'y avait pas d'école en France. En fait, il n'y avait pas de moyen d'apprendre. Et parce que j'ai une bonne étoile professionnelle, la première école de verre qui est à Vannes-le-Châtel, le premier centre de verre de formation au métier du verre, s'est créé. Et donc j'ai fait la première promotion et j'ai passé un CAP de verrier à la main en 2 ans. Mais vous avez dit une chose très intéressante à ce propos-là. Vous avez dit que vous vouliez être technicienne avant d'être créative. Pourquoi? J'avais été, pas heureuse dans cette obligation de création. Et donc, je voulais privilégier la matière. Et en réalité, ça m'a rattrapée à une vitesse que je n'avais pas anticipée. Et je suis devenue artiste contre mon gré, sur mon plein gré. Ça vous a de toute façon rattrapé? C'était impératif. Ouais. Tout de suite, je me suis mise à assembler du verre avec des éléments que je ramassais. Et puis après, ça n'a pas cessé pendant 20 ans, finalement. En 2001, vous avez gagné le prix Bettencourt-Schoeller pour l'intelligence de la main. Et vous avez dit quelque chose comme voilà, maintenant je veux créer libre avec mes mains et dans la joie. C'est presque une philosophie une philosophie très, très propre à vous. Je ne vois pas comment ça peut être autrement.
sont des métiers pas difficiles, mais atypiques. Si on ne le fait pas dans la joie, ça n'a pas de sens. Et d'une façon générale, c'est la joie que je cherche dans toutes mes pratiques et tout mon quotidien. Mais c'est vrai que je me rends compte que c'est ma colonne vertébrale. Dans les périodes là, difficiles, moi j'ai cette chance, j'ai mon atelier et j'ai besoin d'y être. C'est un champ tellement vaste à explorer. Maintenant, en plus, je change de médium à l'âge de la retraite. Donc j'ai tout à investir. Comment vous voyez évoluer cette pratique? Il y a trop de choses dont j'ai envie. Tellement de choses que j'ai envie d'expérimenter. Il y a cette option des terres mêlées qui sont, alors là, assez atypiques dans la céramique, parce qu'on travaille la couleur par la couleur dans la masse de la terre et pas appliquée. Donc c'est un autre champ. Je suis le fil, et il m'emmène. En fait, Pascal, on n'a jamais fini d'explorer, d'apprendre. Non, mais la céramique particulièrement. Enfin, non, c'est vrai de tout en réalité. Je repense, parce que à cet exemple que j'avais donné, si j'avais plus de matière, plus aucune, j'en trouverais une dans les champs, j'en trouverais une avec je sais pas quoi, des épis de blé qu'on dépiote et qu'on recompose. Enfin, tout est possible. Mais bon, céramique, c'est bien. Merci beaucoup. Pas de quoi. Si la mode est une des industries les plus polluantes, certains créateurs mettent un point d'honneur à utiliser et réutiliser les matériaux déjà existants pour créer. C'est l'upcycling. Ces derniers temps, la mode est à l'upcycling, qu'on appelle aussi surcyclage pour ne pas froisser l'Académie française. Le principe, réemployer d'anciens vêtements déjà portés ou des stocks de tissus inutilisés pour en tirer de nouvelles créations et réduire au maximum le gâchis. Autrement dit, l'upcycling, c'est faire du neuf avec de l'ancien, qu'il s'agisse de transformer un vieux pull en robe ou une couverture en manteau. C'est ce qu'a fait la créatrice uruguayenne Gabriela Hirst, directrice artistique de la maison Chloé. Pour sa collection automne-hiver 2021, elle a notamment composé des vestes à partir de restes de tissus des saisons précédentes. Elle a aussi récupéré des sacs à main vintage auxquels elle a appliqué des bandes de cachemire ou de cuir recyclé. Des modèles nouveaux qui n'ont nécessité aucune production. Mais d'ailleurs, l'upcycling, ça vient d'où ? C'est Martin Margiela, créateur belge révolutionnaire, qui a lancé le mouvement à la fin des années 80 en faisant défiler des vêtements taillés dans d'anciens t-shirts, dans des perruques ou même dans des sacs plastiques. En 1989, il présente ses créations upcyclées dans un terrain vague du 20e arrondissement de Paris. Le scotch remplace les coutures ou fixe le vêtement à même le corps des mannequins qui défilent main dans la main avec les enfants du quartier. La magie Margiela opère et ouvre la voie. Dans les années 90, le Sénégalais Lamine Badian Kouyaté est l'un des premiers ambassadeurs de l'upcycling. Pour sa marque Xoulibet, il taille des robes dans des chutes de tissu ou retravaille des vestes achetées dans des friperies. En 1994, il inspire même au réalisateur Robert Altman le personnage de Sai Bianco dans son film Prêt-à-porter, pour lequel il imagine une collection entière. Dans les années 2000, la créatrice Maroussia Rebec devient le visage français du mouvement avec sa marque Andrea Cruz, qui se fait connaître pour ses défilés performances et ses collections exclusivement réemployées. Petit à petit, la pratique s'installe, si bien qu'en 2021, Xoulibet fait son grand retour à la Fashion Week parisienne. La mode a pris conscience des désastres écologiques qu'elle engendre et l'école Margiela prospère, portée par une nouvelle génération de créateurs soucieux de produire moins et surtout mieux. Comme la française Christelle Cochet qui a collaboré avec le PSG sur des maillots de foot transformés en pièces couture, ou l'américaine Emily Baud et sa mode upcyclée tout en poésie et patchwork traditionnel. Désormais travaillé à échelle industrielle, l'upcycling fait aussi évoluer l'imagerie de la mode. Il s'inscrit souvent dans des collections futuristes, une esthétique chère au créateur géorgien Demna Vasalia à la tête de la maison Balenciaga. Mais la tête de file de cette génération, c'est la jeune créatrice Marine Serre,
adepte d'une mode apocalyptique et éco-responsable qui taille des robes dans des vieux tapis de nos grands-mères ou dans des combinaisons de plongée. Elle veut faire de l'upcycling une norme et c'est plutôt bien parti. Déjà enseignée dans les écoles de mode, cette pratique se démocratise et pourrait bien transformer pour de bon notre rapport aux vêtements. Les mains expertes de Marine Mazière recollent et défroissent les marques du temps sur le papier, découverte de son savoir-faire de restauratrice de cette matière fragile. Je suis Marine Mazière et je suis restauratrice de papier à Bordeaux. J'ai fait donc l'école de Condé, exclusivement restauration de papier ancien et moderne. Et donc pendant ces 5 ans-là, on a pu voir un peu toutes les techniques, tous les supports aussi, donc les différents papiers bien évidemment, et plein de papiers partout. Le papier, il faut vraiment prendre soin parce que le moindre pli, au final, peut se transformer en déchirure. Donc ça fait des lacunes et ça fait perdre en fait un bout d'histoire, un peu de patrimoine aussi. Donc il faut prendre soin justement d'un papier qui est extrêmement fragile. C'est pas du tout comme la peinture ou comme la pierre, où c'est vraiment... La peinture aussi, c'est fragile. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus costaud que juste du simple papier où... On a fait beaucoup de choses sur le papier, mais on l'a tellement négligé que bon, voilà. Maintenant, il faut en prendre soin pour arrêter d'oublier, quoi. Charmée par la valeur sentimentale des œuvres qu'on lui apporte, Marine côtoie des pièces uniques ou des pièces de famille, contente de ne pas faire tomber dans l'oubli. Certains documents arrivent en meilleur état que d'autres. Il y a tellement de tension que les déchirures qui étaient initialement les unes à côté des autres, les lèvres ne correspondent plus. Voilà, vous avez forcément un petit espace parce que le papier est extrêmement tendu. Et cette ombrelle, le plus simple, c'est quand même de la restaurer ouverte, histoire de vraiment bien pouvoir nettoyer toute la surface. Après avoir fait peau neuve, la partie la plus minutieuse de la restauration peut commencer. Aidée de papier japonais et de colle synthétique, Marine comble les lacunes et les déchirures. J'utilise du Kozo parce que c'est du papier qui a des fibres extrêmement longues, qui permettent donc vraiment une bonne adhérence entre les deux papiers. Et voilà, et la colle surtout. Donc d'abord appliquer la colle sur les bordures de la déchirure. Et ensuite venir mettre le papier. Et ainsi de suite pendant plus de 20 heures. D'autres œuvres encore plus abîmées nécessitent d'être consolidées par un papier de doublage. Donc là, on va déjà humidifier le papier. Et revenir mettre les déchirures ainsi que les plis dans le bon sens. On peut venir mettre le papier de doublage et venir l'encoller donc au verso. Partir du centre vers l'extérieur va permettre de pouvoir chasser l'air et ses plis. Après être passées sur la table d'opération, les œuvres passent au maquillage, peinture à l'huile, aquarelle ou alors pastel. Donc là, je viens mettre le pastel en poudre. Et à l'aide d'un estompeur, je viens mettre le pastel précisément sur la tâche. Chaque œuvre et chaque teinte étant différente, Marine cherche la bonne couleur pour venir estomper une tache d'oxydation ou un jaunissement trop intense. Il faut être extrêmement patient et minutieux. Il faut pas non plus hésiter à se remettre en question des fois quand on n'arrive pas à faire des choses ou qu'on ne trouve pas de solution. Des fois, s'avouer un peu vaincu parce que malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas été faites convenablement. Il y a des encadrements qui ont été faits vraiment de façon totalement abusive pendant des années. Donc nous, on est juste là à récupérer un peu les erreurs du passé, à faire notre maximum. Et si la plupart des commandes de Marine viennent de particuliers ou de brocanteurs, il y en a aussi qui viennent d'encadreurs comme Thierry Herpin qui lui a tout fraîchement déposé cette carte vieille de plusieurs siècles. Gommage doux avec de la gomme en poudre pour le nettoyage et scalpel pour venir minutieusement décoller le papier. Et cette fois-ci, Marine a affaire à un adversaire de taille. Bon, et on voit bien aussi que la colle n'est pas la même, parce qu'il y a des endroits où la colle part très facilement. Et il y en a d'autres où c'est presque impossible en fait, de retirer la colle.
Mais bon, faut pas hésiter à venir restaurer ou au moins demander devis, conseils, parce que bon, faut pas jeter le patrimoine, faut en prendre soin. Au final, nous, on n'est rien du tout et ça, c'est ce qui va nous survivre en fait. Donc, faut en prendre soin au maximum. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!